Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 207 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, nous allons parler des Milwaukee Bucks et de leur changement de coach. Bon, c'est pas souvent qu'on se parle un dimanche, hein. Mine de rien. J'espère que tout va bien en ce dimanche, j'espère que vous vous reposez, bien sûr. On se parle pas souvent le dimanche parce que vous le savez, nous avons l'hebdo tous les lundis matins. Donc en général, on se retrouve plutôt le lundi. Là, il se trouve que, en fait, quand on a enregistré notre hebdo pour lundi prochain, une des rubriques de l'hebdo, c'est notre partie focus, dans laquelle on peut faire soit du scouting, soit un thème libre, soit une stat de la semaine. Là, en l'occurrence, on avait notamment une partie thème libre sur le coaching des Milwaukee Bucks, c'est un peu toute cette situation. Et puisque l'hebdo était très longue, et puisque sur ce thème en particulier, nous avons passé plus de 20 minutes à en discuter, je me suis dit, on va faire une pierre deux coups, on va alléger l'hebdo de lundi, et juste avant ça, la veille, donc aujourd'hui pour vous, on va sortir en mini format court cette situation à part entière des Bucks. Donc voilà, aujourd'hui vous écoutez ça, un mini podcast de 20 minutes sur les Milwaukee Bucks, sur pourquoi est-ce que ça a coincé sportivement, où est-ce que ça a coincé, pourquoi est-ce qu'il s'est fait virer, le cas de Rivers, etc., etc. Donc voilà, ça nous fera une hebdo plus légère demain, lundi. Et vous, ça vous fait aussi un petit avant-goût et un petit podcast en plus. Donc tout le monde est gagnant, finalement, si je puis dire. Et donc aujourd'hui, très simplement, vous avez compris, on revient sur le licenciement de Adrian Griffin des Milwaukee Bucks. Mine de rien, c'est pas souvent qu'on a un contender, un favori pour le titre, qui a un coach qui est viré. Je crois que la dernière fois, si je ne dis pas de bêtises, c'était les Cavaliers de 2016 qui sont allés au bout. Petit clin d'œil, du coup. Mais voilà pour le thème d'aujourd'hui. Et donc, mon invité du jour, c'est FD de QI Basket, bien sûr, François Damien, qui nous rejoint comme d'habitude souvent pour l'hebdo et donc qui était là avec moi pour cet épisode sur les Milwaukee Bucks. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, des petites étoiles sur iTunes, Spotify, un petit like sur YouTube aussi, on n'oublie pas YouTube, ou un abonnement sur vos plateformes de podcast préférées. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va parler de la situation de coach des Milwaukee Bucks. Bienvenue dans le Basket Lab. On peut avancer dans cette partie focus et passer sur notre thème libre. Donc les Bucks. Voilà, là on peut développer. On voulait pas gâcher les news en développant trop. Mais voilà, les Bucks. Donc essayons un peu de nous attarder un peu sur ce cas-là. Je t'ai déjà un peu posé la question vite fait, mais est-ce que vraiment toi t'as été surpris, on va dire, de cette situation, ou alors même est-ce que tu trouves presque le licenciement logique d'un point de vue sportif sur le travail, on va dire, de Adrian Griffin sur ce début de saison? Ouais. Je pensais que politiquement il le ferait pas. Maintenant sportivement, oui, le fait de l'évincer me surprend pas. Après moi la question c'est bon, très bien, on a sorti Adrian Griffin, ouais. Ok, on passe à autre chose. Pour faire quoi? Et je t'avoue que la réponse Doc Rivers ne me satisfait pas totalement sur ma quête de pour faire quoi en fait. Mais non, l'éviction en soi ne me surprend pas. Mais après, tu dis... Enfin, je suis un peu de ton avis, mais en effet, il y a certains qui pourraient nous contredire de par le fait que, mine de rien, Milwaukee était quand même pas mal, quoi. Tu vois, ils sont à 3 victoires de la première place à l'Est, 3 matchs de la première place. C'était une équipe qui était quand même pas mal. Donc, on n'est pas du tout en crise, genre Milwaukee avec Giannis et Lillard, censé être favoris au titre, genre ils sont au 10e de conférence. Et donc là, le licenciement serait peut-être logique. Peut-être que certains pensent ça même, de dire c'est peut-être un peu injuste, même on n'a peut-être pas laissé assez le temps. D'ailleurs c'est un peu marrant parce que ils sont à peine à 3 matchs de Boston, donc si ça se trouve, il faut que certains dominos tombent du bon côté, mais si ça se trouve, Doc Rivers va être le coach de la conférence Est au All-Star Game. On n'est pas si loin que ça. Ce serait magnifique. Ce serait historique quand même. Ce serait magnifique. Ah ouais.
Bah, apparemment, enfin, il l'est déjà, puisque Joe Mazzulla l'était l'an dernier. Ah oui, bah oui, voilà, t'as raison. Du coup, pour l'instant, ce serait lui, mais ça va se jouer avec Nick Nurse aussi, qui pour... attends. Oui, les Sixers qui pourraient leur passer devant avant le cut, il me semble. Oui, t'as raison, parce qu'il y a cette règle que tu peux pas être l'aide 2 fois d'affilée, donc quand c'est pas le premier, c'est le deuxième. Bon bref, ça pourrait être marrant ça aussi. Mais non, pour revenir un peu tout de même sur cet aspect sportif qui peut paraître évident, mais qui peut-être pour certains ne l'est pas forcément. Donc je voulais un peu essayer de discuter ça. Déjà en termes de net rating, qu'est-ce que le net rating? Le différentiel attaque-défense. Comme ça nous fera aussi notre stat de la semaine dans le même temps. Mais non. Alors pour l'instant, à mi-saison, ils étaient à plus 3,5. Donc c'est-à-dire plus 3,5 de points de différentiel attaque-défense en moyenne par 100 possessions. C'est actuellement le 11e meilleur score de NBA. Donc, c'est pas mauvais, bien sûr. On est quand même loin des standards où on attend des équipes d'élite, en fait, clairement. Ne serait-ce qu'en termes de rang. Ils sont 11e meilleur de NBA à peine. Et même en termes de chiffre brut, 3,5. On n'est pas sur un indicateur de net rating. Enfin, d'habitude, 3,5 plus 3 de net rating. On est sur une équipe qui, premier tour, deuxième tour, quoi. Mais on n'est pas sur un champion évident. On n'est pas sur une grosse équipe. D'ailleurs, pour vous dire, Budenholzer, ses meilleures années, le Milwaukee allait taper du plus 9, plus 10, quoi. Quasiment plus 10, ce qui est une barre symbolique rarement atteint. Et voilà, donc on était plutôt sur cette zone-là, en termes de à quel point est-ce que l'équipe est bonne, en termes de fond de jeu, le différentiel attaque-défense. Donc voilà. Et puis surtout, c'était aussi la manière qui surprend un peu, peut-être, parce que 5e en attaque, cette année, donc plutôt bon, mais 20e en défense. Bon, il se trouve que c'est là où c'est un peu surprenant, parce que 20e en défense, 20e sur 30, Milwaukee, sans changement majeur défensivement, mais voilà, ils étaient top 5 NBA en défense depuis 5 ans en fait. Depuis l'arrivée de Budenholzer, ça avait toujours été une défense d'élite, sauf 2 années en effet où il y en a une, il n'y a pas Brook Lopez, donc ils sont un peu dans la moyenne, et l'année d'avant, 2021, c'est l'année où ils se prennent une sauce monumentale à 3 points. Je sais pas pourquoi, tout le monde a hyper bien shooté contre Milwaukee. C'était l'année où tout le monde shootait bien à 3 points, eux qui concédaient beaucoup de 3 points, ça s'est mal combiné. Bref, donc voilà. Donc à part ces deux années-là, c'est quand même une défense d'élite, et je pense que c'est aussi ça qui est un peu coincé, c'est certes on a eu une bonne attaque 5e de NBA, mais 20e en défense, c'est largement pas assez, quoi. Et surtout, on peut en reparler, mais pour moi, il y a la perte de Jrue Holiday n'explique pas à elle seule en fait ce différentiel de défense en fait. Et je pense que c'est même une erreur un peu de s'attarder dessus, parce que en un sens, ok, tu perds Jrue Holiday qui était un top défenseur au point d'attaque, et donc notamment dans des schémas en drop. Ce qui est important, c'est que aussi le défenseur du porteur de balle passe l'écran pour venir contester le tir. Ça fait aussi partie des schémas, c'est important. On est d'accord, ok. Mais c'est pas que ça. Il y a ça, il y a peut-être une partie aussi où Jrue Holiday était plus polyvalent en termes de switch, en termes de quel match-up il peut prendre, en termes de défense collective, ok. Il y a ça aussi. C'est pas que la défense du traverser les écrans. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est un peu caricatural, c'est pas que ça. Mais surtout, c'est pas que Lillard non plus. Là, je suis allé aussi voir aussi des defensive ratings, donc les fameux WOWI, tu sais, les with or without you. Bon, il se trouve qu'avec Lillard, le defensive rating c'est 116. Sans Lillard, le defensive rating il est tout de même à 121, donc c'est encore pire. Quand on prend en compte la surchauffe à 3 points, etc., sur des petits échantillons, ok. Mais ce que je veux dire, c'est que Lillard n'était pas le seul problème pour moi. Remplacer Jrue Holiday par un moins bon défenseur, d'accord, mais c'était pas que ça les problèmes. Les problèmes, c'était aussi que on avait une défense qui d'ailleurs démarre l'année sans faire ses schémas habituels. Tu sais, on était donc les fameux schémas de drop, et en fait on démarre l'année avec Adrian Griffin qui arrive, le nouveau coach qui veut faire un peu nouveau, qui dit on va faire du edge. Qui veut faire du Nick Nurse surtout. Exactement, qui veut faire du Nick Nurse, lui qui était l'ancien assistant de Nick Nurse aux Raptors, donc Nick Nurse, défense agressive, etc. Et Griffin il a voulu faire ça. Et voilà, il y a plein de matchs où en fait Indiana se fait avoir parce qu'ils n'ont juste pas les bons schémas, quoi. Parce que Brook Lopez il est fantastique pour être très peu mobile et attendre proche du panier pour du drop, mais quand tu le fais monter haut, c'est pas sa tasse de thé, quoi. Donc c'est pas que Lillard versus Jrue Holiday pour moi. Il y a aussi une question de schéma qui n'étaient pas les bons utilisés tout le temps. D'ailleurs, ils sont même allés gueuler les joueurs de Milwaukee en disant non, il faut qu'on revienne au schéma. Mais voilà, il y a plein de choix un peu bizarres, un peu. Voilà, tactiquement, c'était pas parfait non plus. Donc on a cette défense qui est pas très bien. L'attaque aussi, tu vois, je sais pas ce que t'en penses, mais bon, ils sont 5e attaque de NBA. Tu peux te dire, bon, mais c'est bien, 5e attaque. Certes, mais en même temps, quand t'as Giannis et Lillard, qui sont 2 joueurs du top 5, top 10 NBA, en tout cas top 5 attaquants largement, est-ce que 5e attaque, c'est pas en un sens une sous-performance peut-être? Je ne sais pas.
Sous-performance, c'est peut-être un petit peu dur, mais par contre, oui, c'est clair que c'est pas... Si on en revient au net rating, c'est pas là où tu veux être. Et je pense qu'au-delà des chiffres bruts, je pense que les joueurs avaient aussi le sentiment qu'ils n'étaient pas forcément utilisés au maximum de leur potentiel. C'est ça. Et c'est pour ça qu'à un moment, il a perdu le vestiaire. Je pense pas que... Alors, personnellement, enfin, on n'a pas d'insight sur la personnalité d'Adrian Griffin, mais je pense qu'il y a quand même ce sentiment au sein du vestiaire que, avec l'effectif qu'ils ont, avec Damian Lillard, avec Giannis Antetokounmpo, tu t'attends à beaucoup mieux en termes de... Oui. Pas forcément en termes de victoire-défaite, mais tu t'attends beaucoup mieux en termes de domination pure, en fait. Puisque même sur leur victoire, enfin, c'est ça que veut dire la différence entre leur bilan, leur classement à la conférence Est et leur net rating, ça veut juste dire que les matchs, ils les gagnent avec peu de marge. Oui. Donc, je pense que les joueurs sentent aussi qu'ils ont moins de marge que sur les saisons précédentes, ou en tout cas, ils n'ont pas autant de marge que ce à quoi ils s'attendaient en recrutant Damian Lillard. Oui, en fait, c'est bien, c'est même très bien, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire beaucoup mieux ? Pour moi, c'est un premier aspect. Je pense que c'est pas le principal, mais c'est un premier aspect de bon, on pourrait faire mieux en fait. Certes, c'est déjà très bien, mais on pourrait faire mieux. Et je saisis la perche que tu me tends, parce que tu parles de fond de jeu et de bilan victoire-défaite. Autre stat aussi que je voulais un peu faire remonter, le fameux win differential. Qu'est-ce que c'est ? C'est en fait juste une stat totalement abstraite, hein, donc c'est pas du concret, mais c'est abstrait. On prend le net rating, donc on prend le différentiel attaque-défense, et en gros, on extrapole à partir de ça, on projette un nombre de victoires. Et donc en fait, on n'est pas sur les victoires réelles, c'est juste par rapport à ton fond de jeu, combien de victoires ou de défaites tu es censé avoir. Bon, Milwaukee était déjà premier l'an dernier en termes de surchauffe, c'est-à-dire ils avaient plus de victoires que ce que leur fond de jeu proposé aurait dû leur obtenir. Ok, là ils sont premiers de nouveau cette année, ils sont premiers avec plus 4,5 victoires. On est à mi-saison. Il y a certaines années, avoir quasiment 5 victoires de plus que le net rating, il y a des fois, tu es quasiment premier ou dans le top 5, quoi. Tu vois, avec ce chiffre-là. Ouais. Là, on est à peine à mi-saison, ils ont déjà 4 victoires et demie de plus que ce que leur net rating suggère, en tout cas. Donc, après, c'est pas que de la chance, hein. Il y a aussi des fins de match bien gérées, c'est de la compétence, donc tu gagnes de pas beaucoup, mais tu les gagnes, quoi. Donc, il y a aussi ce genre d'éléments. C'est pas pour dire ils ont eu que de la chance, vous comprenez. Mais c'est vrai qu'au niveau de cet indicateur aussi, et c'est aussi pour répondre à ce côté, Adrian Griffin, il se fait virer un peu tôt, quoi. Milwaukee est très bien. Certes, il est très bien en termes de classement dans la conférence Est, etc. Mais à la fois l'analyse visuelle dans le jeu, on sent bien qu'il n'y a pas, quoi. On est un peu déçu. Et en plus, les chiffres confirment un peu que, on n'est pas sur une machine qui crase tout, quoi. On n'est peut-être même pas sur une équipe qui a dont le bilan reflète un peu le fond de jeu, en un sens. Donc pour moi, il y a un peu ça, mais à la limite, tous ces trucs un peu tactiques, c'est une partie de l'explication, mais qui, je pense, n'est pas la principale. Pour moi, c'est un peu le management. Je pense que tu seras d'accord. Et ce que tu commençais à dire, on n'a pas d'inside, mais en tout cas, on a ce qui ressort. Et le fait qu'on ait autant qui soit ressorti, c'est que il devait y avoir tellement plus qui n'est pas ressorti. Mais je sais pas, mais en même pas 6 mois, donc on a eu un parcours qui est allé tellement vite et une accumulation d'événements qui, d'habitude, peut-être s'opère en 1 an, 2 ans, 3 ans, quoi. On a eu déjà... Premier élément de cet épisode, Giannis qui ne veut pas de Nick Nurse. Déjà, ça c'était bizarre. la dernière free agency, dernière intersaison, pardon. Peut-être qu'il avait eu vent de ça se passait mal avec les joueurs de Toronto. Ok, donc déjà première histoire un peu bizarre. C'est ironique parce que Adrian Griffin aussi faisait partir de ce coaching staff, hein, mine de rien. donc si tu veux pas de Nick Nurse qui est bon, bref, voilà. Et que Nate Bjorken, si je peux me permettre, que Nate Bjorken, qui était l'ancien assistant de Nick Nurse, qui avait repris Indiana l'an dernier, avait perdu le vestiaire à vitesse grand V aussi. Donc il y a peut-être quelque chose dans le style de management du coaching staff de Nick Nurse qui ne passe pas forcément dans d'autres effectifs. Tout à fait. Mais mine de rien, on a quand même les news, hein, je vais les rechercher. Griffin a été engagé avec l'aval de Middleton et surtout Giannis. Donc ça partait bien, on va dire. Ok. Toute fin d'été et début de saison régulière, je me souviens, on avait parlé dans l'hebdo numéro 1 avec Azad, qui était de marbre face à cette news, mais que je voulais quand même dire, l'affaire Terry Stotts. Terry Stotts qui était le coach vétéran, qu'on avait mis dans le coaching staff avec Griffin, qui est un coach rookie, un très jeune, qui avait jamais été head coach. Et le coach historique de Damian Lillard. En plus, voilà, donc c'était parfait. Alors il était là avant l'arrivée de Lillard, hein, mais en plus, quand Lillard est arrivé, on s'est dit, c'est parfait. Et première affaire, c'est l'affaire Terry Stotts qui est virée à 2 jours du début de saison, je crois, ou un truc comme ça, parce que ça s'entend pas bien avec Terry Stotts. Bon, là, ce qu'on avait dit à l'époque, et ce que je maintiens, c'est que
ça sentait pas bon, quoi. En tout cas, c'est pas bon signe quand un coach rookie se prend la tête avec un coach vétéran. Alors peut-être que parfois c'est le coach vétéran qui s'est pas resté à sa place, mais peut-être aussi que c'est je sais pas, c'est un peu bizarre en tout cas, tu vois, enfin voilà, je sais pas. Moi je trouvais que c'était bizarre. Premier truc pour moi. Ensuite, dans le début de saison, on se dit mais où sont les pick and roll Giannis Lillard? On les cherche, on les voit pas. On avait tous rêvé au moment du trade, on s'était dit mais super, le meilleur duo de NBA, etc. Il n'y a pas de réponse tactique à ce pick and roll. Début de saison, on le voit pas. Et tout le monde se dit mais c'est bizarre quand même. Pourquoi est-ce qu'on le voit pas? Ensuite, on a l'élimination au in-season tournament qui fait mal. Qui fait mal, mine de rien, parce que c'est contre les Pacers, c'est sur un match sec, mais mine de rien, ça a marqué un peu ce match-là. Tu m'as envoyé aussi, pendant l'enregistrement, le fameux, donc la news, effectivement, donc après le tournoi, donc début décembre, Doc Rivers qui est engagé en tant que consultant extérieur, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Déjà début décembre, donc voilà. Ensuite, on a pas mal de déclarations par-ci par-là de Giannis sur Griffin, et je crois que c'était avec toi donc on avait parlé il y a 2 semaines. Oui. Avec le fameux equipment manager qui lave mal les maillots, mais en fait c'était juste pour cacher le fait qu'il avait mis un petit taquet à Griffin sur les choix tactiques. Ouais. C'était, il en était même arrivé à faire une énumération où à la fin il disait il faut même que les maillots soient mieux lavés. Voilà, il citait tout le monde, mais au milieu il y avait quand même il faut qu'on soit mieux coaché, quoi, tu vois. Et bon bref, on arrive un peu à la fin là du coup de cette histoire, mais pour moi c'est un peu ça parce que j'ai énuméré pas mal d'aspects tactiques et en effet j'étais pas du tout satisfait moi de tactiquement qu'est-ce qui était proposé et en défense et en attaque, donc ça on est d'accord, mais par contre pour moi c'était un problème de management. Et pourquoi est-ce qu'il y avait urgence? Pourquoi est-ce que moi j'ai penché plutôt sur l'aspect ça pourrait tomber assez vite plutôt que aller jusqu'au bout? C'est que il y a un peu urgence, mine de rien, il y a un peu urgence parce que l'âge des stars, premièrement, t'as aussi un nombre limité de saisons avec Lillard et Giannis au top de leur forme, donc il y a un peu plus ça, plutôt que tu vois si t'es, je sais pas moi, si t'es Charlotte ou Orlando, tu reconstruis, t'as un coach qui est pas satisfaisant, bon ben t'attends 1 an, 2 ans, voilà. Mais là il y avait urgence, quoi, il y a urgence par rapport à ça, et t'as un nombre limité de cartouches, on va dire, d'aller au titre, donc tu peux pas en gâcher une, surtout que, deuxième point plus important, la relation avec les stars est ultra importante, surtout avec des stars plus vieilles comme ça. Et clairement, pour moi, c'est là que le bas blesse, en fait. C'est que la tactique, ok, l'âge des stars et le besoin d'être très vite compétitif, ok, mais surtout que si tu t'entends pas avec tes stars et que les stars disent non mais c'est mort, mais en fait c'est mort en fait. Donc c'est là-dessus où je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a un aspect où ça paraît très tôt, mais en fait c'était inévitable et c'était pas très tôt en fait. Si vraiment Lillard et Giannis disent bah non ça marche pas, en fait ça marche pas et tu passes à autre chose, quoi. Bah, c'est comme de mémoire David Blatt qui se fait virer de Cleveland, alors que pareil, hein, ils fonctionnent plutôt bien, ils sont dans leur standard de victoire, quoi. Ou si on veut extrapoler, c'est le Antoine Camboré qui se fait virer alors qu'ils sont champions d'automne, alors que le PSG est champion d'automne pour faire venir Carlo Ancelotti. Mais du coup, moi c'est la question que je voulais te poser, je sais pas si tu voulais en parler, mais est-ce que Doc Rivers est le Carlo Ancelotti des Milwaukee Bucks? J'aimerais bien voir le sapin de Noël de Doc Rivers pour le coup. Mais non, mais exactement, je voulais aussi enchaîner là-dessus. À la limite, ça me dérange pas. Ce côté, on abandonne Griffin, qui était ni un coach technique, ni management, apparemment. Après, il faut dire aussi que, bon, premier job en NBA, tu dois coacher cette super team. Bon, c'est pas simple, hein. En plus, un effectif qui est vieux. Enfin, c'est déjà un cycle établi, quoi. Donc, bon, le pauvre Adrian Griffin, voilà, bref. Non, ce que je veux dire, c'est que ça me dérange pas de prendre Doc Rivers, qui est pas forcément connu pour sa tactique, on peut en parler, mais ça me dérange pas cet aspect, on prend un mec management, un mec vestiaire, ça me va, ok. Surtout que, niveau du marché actuellement, est-ce qu'il y avait beaucoup mieux? Je suis pas convaincu, parce que Terry Stotts, je suis pas sûr, avec ce qui s'était passé, et surtout avec l'historique avec Lillard, je suis pas convaincu qu'il y ait d'excellentes relations, je ne sais pas, mais voilà, Budenholzer, il allait pas revenir, enfin, franchement, les options sur le marché étaient pas, il n'y avait pas beaucoup, et t'allais pas virer un coach rookie pour faire venir ensuite un assistant. Tu t'allais prendre l'assistant de Miami ou de Orlando pour le faire coach en milieu de saison? Non. Donc à la limite, Doc Rivers pour finir l'année, ok. Je pense on blague tous sur son niveau de compétence. Je pense qu'il est quand même meilleur que ce qu'on dit. Ok. Ce qui me dérange un peu plus, c'est pourquoi de suite un contrat long, oui, où tu t'enfermes un peu là-dessus en fait, tu vois. C'était peut-être comment dire, c'était peut-être la contrepartie pour pouvoir le faire venir pour la fin de saison, c'était de lui promettre de l'argent sur plusieurs années. Il y a peut-être ça aussi dans la négociation. Peut-être, ouais. Ou Doc Rivers savait qu'il avait le rapport de force, c'était lui qui l'avait. Et du coup, il a pu bien négocier. Ça fait partie de l'expérience aussi. Ouais,
Et puis bon, on sait comment ça se passe en coulisses aussi, mais apparemment, je pense qu'il y avait des contacts depuis un moment, tu vois. C'est pour ça que ça s'est fait en un jour, hein. On va pas se mentir. Je pense qu'avant de virer Griffin, ils ont eu Doc Rivers au téléphone en lui disant bon, on va le virer. Est-ce que t'es prêt? Est-ce que tu acceptes? Ok, c'est bon, tout le monde est ok. On parle à Janice, on parle à Liard. Ok, tout le monde est ok. C'est ça. Mais bon, c'est juste que, à la limite, le pompier de service, pour continuer tes analogies Ligue 1, tu vois, tu vas chercher Roland Courbis ou tu vas chercher, je sais pas qui, Antonetti, bon. Ok, mais moi je l'aurais pas signé sur un contrat long terme, c'est juste ça qui est décevant. Et voilà, Doc Rivers, c'est quelqu'un qui est très bon pour des équipes qui sont pas talentueuses, en faire des équipes, en tirer le maximum, parce que c'est aussi dans le coaching ce qui est le plus facile, entre guillemets, c'est-à-dire Orlando à l'époque où il a été coach de l'année, les Clippers en 2018 où il n'y a pas de star, il en fait un truc très bien, mais parce que en un sens, en coaching, c'est ça qui est le plus facile, entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets, mais relativement. Et par contre, ce qui est plus dur, c'est être bon en playoff, quoi. C'est l'ajustement, la capacité stratégique de s'ajuster, de s'adapter, la réactivité, etc. Et c'est là-dessus qu'il y a une limite, quoi. Donc voilà, je sais pas. Est-ce que ce manque d'ajustement caractéristique de Doc Rivers va pas être une limite en playoff pour Milwaukee, ou est-ce que cette année l'effectif est tellement bon que même avec un Doc Rivers qui est pas top là-dessus, ça peut passer? Je ne sais pas, mais voilà, je sais pas comment se sentent les fans de Milwaukee. Mais voilà, je sais pas trop comment résumer, mais Doc Rivers, je vais le résumer comme ça. Doc Rivers, pourquoi pas, mais je l'aurais testé sur 6 mois, quoi. Ou 18. Ouais. Ouais. Mais bon. Ils ont signé Dave Jorger, c'est l'ancien des Kings, en assistant. C'est toujours ça aussi la question, c'est avec qui il est venu dans les valises. En l'occurrence, Dave Jorger, moi ça me dérange pas. Encore quelqu'un qui ne s'est jamais disputé avec ses front office, Dave Jorger. C'est pas comme s'il avait fait Memphis, un an à Memphis, et puis ensuite il est parti en fracas à Sacramento ou des trucs comme ça. Bon, bref. Je crois qu'il était assistant de Doc déjà aux Sixers, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, oui. Dave Jorger, ouais, c'est ça. Ah, on n'a juste pas évoqué le fait que la news ait été donnée par CNN Sport dans une ambiance très début des années 2000. Comment ça? Bah c'est CNN Sport qui avait le scoop avant Shams et avant Le Vosges. Ah oui. C'est CNN Sport qui avait le scoop sur notre ami Doc Rivers. C'est eux qui l'ont annoncé un jour avant tout le monde. Ce qui veut dire que ce n'est pas Lillard qui a donné l'info à Chris Haynes pour une fois. C'est ça, exactement. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et j'espère que vous aurez pu apprécier non seulement ce petit avant-goût de l'hebdo, mais ce format à part entière qui, vous avez vu, hein, on a quand même pas mal développé sur ce sujet et ça fait un format court qui se consomme assez rapidement. Ça fait toujours un format court en plus pour le Basket Lab. Hein. Je suis habitué à faire des longs, donc c'est pas plus mal, hein, au final de sortir des petits formats courts. C'est tant mieux. Oui, effectivement, ne vous étonnez pas que vous avez pu voir que FD parle moins que moi, évidemment. C'est pas que je me suis accaparé la parole, c'est que lui avait préparé la partie un peu scouting que vous allez entendre dans l'hebdo demain, lundi. Et moi, j'avais préparé Milwaukee, donc voilà, c'est pour ça que, exceptionnellement, ça n'arrive pas souvent, mais mon invité ne parle pas beaucoup. Ceci explique cela. Mais, donc, teasing parfait, vous allez entendre FD dès demain matin, le lundi matin, comme tous les lundis matins, l'hebdomadaire du Basket Lab, avec donc une partie scouting que je vous tease sur un certain Vincent Williams Jr. Donc, rendez-vous demain, la prochaine fois, pour l'hebdomadaire du Basket Lab, semaine numéro 14. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à FD d'être passé sur le podcast, évidemment. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.